Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces nouveaux numéros de Cercle Juridique. Vous étiez nombreux à réagir à notre toute dernière émission centrée sur cette possibilité de réviser la Constitution de la République démocratique du Congo. Vos SMS, vos messages WhatsApp nous ont été parvenus. Merci beaucoup. Nous allons nous atteler très prochainement dans un autre numéro. Mais pour ce jour, nous allons rester focalisés sur deux ouvrages. Un ouvrage et une revue qui viennent donc d'apparaître tout récemment, précisément le 17 mars dernier, dont l'auteur est ici sur ce plateau de Cercle Juridique, à qui je dis déjà bonjour maître. Bonjour madame. Et bienvenue dans cette émission. Il s'agit donc de maître Abed Kayembe Ngoy, qui est avocat au barreau de Kinshasa Matete, un avocat des affaires, et puis c'est un doctrinaire congolais actif. Il est donc expert en droit bancaire et aussi en droit de l'OADA. Avec lui, justement, nous allons décortiquer ces deux ouvrages, parce qu'il en a plusieurs d'ailleurs, que nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, mais nous allons nous attarder sur deux ouvrages, notamment la problématique de la note circulaire numéro 001 du 4 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation de la République démocratique du Congo sous l'ère du droit OADA, et une deuxième publication est une revue juridique et judiciaire de la Société congolaise d'avocats, MAC. Maître, merci d'accepter notre invitation. C'est moi aussi que vous remercie pour le plateau. D'entrée de jeu, nous allons nous attarder d'abord sur le premier ouvrage. Il s'agit donc de la problématique de la note circulaire du premier président de la Cour de cassation de la République démocratique du Congo sous l'ère du droit OADA. Pourquoi un ouvrage en réaction à une note circulaire? Merci de la question. Et pourquoi nous avons réfléchi sur cette question, sur cette circulaire? Parce que avant cette circulaire, il y avait une précédente. C'était la circulaire numéro 002 du 6 juin 2019, interdisant aux présidents des tribunaux de commerce de prendre des décisions ou d'autoriser les saisies conservatoires ou saisies arrêt. En réalité, le premier président voulait parler de saisie attribution judiciaire. Alors, nous avons décrié cette première circulaire. Nous avons eu à décrier cela, et parmi les pionniers, nous y étions avec maître Hervé Kanene, à qui on a même rendu hommage lors de notre baptême d'ouvrage, ainsi que le bâtonnier actuel, Jean-Claude Baki. Nous nous sommes opposés à cette première circulaire qui violait la Constitution en enlevant aux commerçants leur juge naturel, qui était le juge du tribunal de commerce. Alors, lorsque la seconde ou la récente problématique est venue, et elle nous a attiré l'attention. Nous nous sommes apaisantis à les lire et à comprendre les incidences juridiques et voire administratives, économiques et sociales qui en découleraient. Alors, pour vous en faire l'économie sur ces plateaux, nous allons lire ce que le premier président lui-même de la Cour de cassation a disposé. Il a dit: en application de l'arrêt de principe R-Cons 11-19 du 16 juillet 2020 de la Cour constitutionnelle, la note circulaire numéro 002 du 6 juin relative à l'interdiction d'autorisation des saisies arrêt est rapportée pour cause de nullité absolue tirée de la violation de l'article 19 alinéa 1er de la Constitution. Il s'ensuit de ce qui précède que le tribunal de commerce est la seule juridiction compétente en matière de saisie arrêt et saisie conservatoire. Donc,
le premier président lui-même a tiré la première conséquence, que la précédente circulaire qui interdisait aux commerçants d'aller vers leur juge naturel était entachée d'inconstitutionnalité, de nullité absolue pour violation de la Constitution. Alors nous nous sommes dit en tant que praticiens usagers, mais d'une telle affirmation, qu'est-ce que nous devons comprendre pour la suite des instances, mais aussi pour la suite de l'arsenal juridique congolais. Donc, près de 2 ans durant, on a rendu des décisions qui sont tous, parce qu'ils sont les actes conséquences de la première circulaire inconstitutionnelle. Donc, toutes ces décisions ont été prises par des juges incompétents, par des juges qui ont rendu des décisions inconstitutionnelles. Inconstitutionnelles, au-delà de cet aspect de choses, quels sont les autres effets juridiques qui découlent justement, qui ont découlé justement de cette note circulaire de 2019? Voilà, c'est que la note circulaire de 2019 avait retranché le commerçant d'aller porter leur affaire devant leur juge naturel. C'est le juge du tribunal de commerce institué par la loi du 3 juillet 2001. La récente circulaire du même organe, le premier président de la Cour de cassation, vient de dire non, seuls les tribunaux de commerce sont compétents et que la première circulaire est nulle, de nullité absolue, parce que ça viole la Constitution. Alors, au-delà de la nullité absolue de la première circulaire, il y a d'autres conséquences à tirer. Et c'est ce qui a permis justement, qui nous a motivés à faire la recherche. Nous en avons dénombré 15. 15 problèmes ou 15 questions de droit qui découlent de cette circulaire. Et nous les avons rangées par rapport au plan ou à l'ordre juridique et judiciaire, administratif et économique, et nous avons fini par le ranger par rapport à l'ordre public, parce que la mission de tout service public, dont notamment le cours des tribunaux, c'est de contribuer à la paix sociale et à l'ordre public intérieur au sein d'un État ou d'une société donnée. Alors, nous voyons que la première circulaire a troublé l'ordre public. A troublé l'ordre public et le bon fonctionnement des institutions, parce que le juge naturel que la loi a désigné a été privé de ses attributions au profit des juridictions qui n'étaient pas compétentes, notamment le tribunal notamment le tribunal de grande instance, qu'on avait reconnu certaines des attributions du TGI, du tribunal de commerce, et le tribunal de paix. Parce que dans la première circulaire, le premier président a dit que les mesures conservatoires seront de la compétence du tribunal de paix. Et les autres mesures d'exécution forcée, saisie attribution ou saisie arrêt, seraient de la compétence du tribunal de grande instance. Voilà. Il a vidé par voie circulaire une compétence légalement constituée par la loi du 3 juillet 2001. Et cette violation a troublé l'ordre et le bon fonctionnement des institutions pendant près de 2 ans. Et la suite logique, c'est que ça a donné naissance à des actes conséquences qui sont également inconstitutionnels, notamment les décisions de justice. Pendant cette période, il y a des gens qui ont été déguerpis par les tribunaux de grande instance. Pendant ce temps, il y a eu des saisies conservatoires. Il y a des gens qui ont vu leurs créances être saisies, des avoirs saisis en banque et même décaissés. Pendant ce temps, il y a eu des gens qui ont vu leurs effets être saisis et vendus aux enchères par des tribunaux qui n'ont pas été compétents. Pendant ce temps, il y a eu des réquisitions qui ont été faites par les greffes près les 2 juridictions qui n'étaient pas compétentes, notamment le tribunal de paix et les tribunaux de grande instance. Pendant ce temps, il y a eu des huissiers près ces juridictions qui ont posé des actes alors qu'ils n'étaient pas compétents. Alors la question qu'on devait se poser, est-ce que cette nullité-là devait rétroagir, c'est-à-dire rentrer jusqu'au moment de sa prise de fonction ou de sa prise de décision, ou ça devait postagir, c'est-à-dire commencer à courir seulement après
la récente circulaire. Alors nous avons consulté pour ce faire 3 doctrinaires congolais en matière de droit administratif. Il s'agit du président actuel même du Conseil d'État, Vundoawe, Félix Vundoawe, qui dans son traité administratif, il dit clairement que c'est vrai, par nature, les actes administratifs, même s'ils sont nuls, ne peuvent pas rétroagir. Ça, c'est le principe. Ça ne peut pas rétroagir. Mais il nuance cela. Il va plus loin en disant cela n'est possible que si il n'y a pas de souci de légalité. Alors, les actes administratifs, quand on les annule, ils ne peuvent pas rétroagir. C'est-à-dire les effets ne peuvent pas rentrer à l'origine au commencement du moment qu'on l'a retiré de l'arsenal juridique congolais. Mais lorsque ces actes-là violent la loi, alors en ce moment, le principe de la rétroactivité change, ça rétroagit jusqu'à l'origine parce que la matrice, la matrice comme dans le corps d'une mère, la matrice qui prend l'enfant, c'est la légalité. Le principe de la légalité qui conçoit, qui garde tous les actes administratifs. Tous les actes administratifs, réglementaires ou interprétatifs ont pour matrice la légalité. Et donc c'est comme une femme qu'on a ôté l'utérus, il ne peut pas avoir d'enfant. Automatiquement, si on enlève le principe de la légalité, si tu violes la légalité, alors en ce moment-là, tous les actes conséquences d'intellect rentrent à l'origine, on doit l'annuler. Maître, on va s'attarder un tout petit peu sur ce point. Est-ce que jusque-là, depuis la publication de cette note circulaire de 2021, il y a eu réparation par rapport justement à ces derniers faits évoqués? Oui, il n'y a pas eu réparation et c'est ça le travail d'un doctrinaire. C'est éclairer la lanterne de praticiens de droit, c'est-à-dire magistrats, avocats, organes de la loi, ministère public, huissiers, greffiers, et éclairer la lanterne également des autres usagers et consommateurs de services judiciaires, de manière à ce qu'ils puissent comprendre la portée des conséquences à tirer de cette circulaire. C'est vrai que depuis la prise de cette circulaire, pour les actions à venir, les commerçants ont retrouvé leur juge naturel. Ils sont commencés à aller vers leur juge naturel, qui est le tribunal de commerce, mais les actes conséquences des anciennes décisions prises par des juridictions incompétentes ou inconstitutionnelles n'ont pas été abordées. Et c'est ça l'intérêt que nous avons suscité dans l'opinion publique et également parmi les praticiens de droit, de pouvoir maintenant utiliser les voies de recours, parce que nous donnons les voies de recours, comment attaquer ces décisions. Pour celles qui n'ont pas connu la décision définitive au second degré, nous disons qu'il y a possibilité d'opposition ou d'appel. Et pour celles qui sont encore dans les délais de prise à partie, ou voire même dans les délais de cassation, ça peut faire l'objet de cassation pour obtenir leur annulation. Mais lorsque vous êtes totalement dépassé par le délai, il y a une voie qui ne rate pas. C'est la voie de saisir la ministre d'État, ministre de la Justice, pour l'intérêt de la loi. Lui, elle n'a pas le délai. Et quand vous la saisissez, vous demandez qu'il puisse donner injonction au procureur général de la Cour de cassation de relever appel, non, de relever cassation, de relever le pourvoi en cassation dans l'intérêt de la loi. Quand la loi est énervée, et de surcroît la Constitution, la loi fondamentale, en son article 19 qui a été violé, alors en ce moment-là, vous pouvez solliciter de la ministre de la Justice de pouvoir donner injonction dans l'intérêt de la Constitution, de la loi fondamentale, de relever pourvoi en cassation contre les décisions qui sont aujourd'hui, comme on dit dans le jargon juridique, coulées en force des choses jugées, c'est-à-dire inattaquables par des voies ordinaires. Maître, on va parler de votre revue, la revue juridique et judiciaire, doctrine, jurisprudence, information juridique et judiciaire. Maître,
À lire cette publication, je me pose la question de savoir pourquoi créer aujourd'hui une revue après plusieurs années de prestations. Merci beaucoup de la question. Ici est de rappeler que la RDC a adhéré dans l'espace OHADA le 12 septembre 2002. Et donc nous sommes à l'approche de notre 10e anniversaire d'adhésion. Et tout n'a pas été rose dans cet apprentissage. Parce que pour tous ceux de la vieille école que nous sommes, nous n'avons pas suivi la formation estudiantine, universitaire, axée sur des cours de OHADA. Donc c'est en étant praticien, c'est-à-dire soit magistrat, juge ou organe de la loi, ou voire défenseur judiciaire ou avocat, que nous avons pris contact pour la première fois avec ce droit d'affaires, le droit OHADA. Et donc ça veut dire qu'en étant praticien ou usager déjà, nous avons commencé à palper le droit OHADA et je pense que tous les praticiens seront unanimes avec nous en disant que l'apprentissage à l'État n'est pas toujours exempt de tâtonnements et de ratés. Donc ça veut dire puisque nous tous on était en train d'apprendre sur l'État, et il n'y a pas eu de recyclage préalable, il n'y a pas eu de formation appropriée. Et forcément, il y a eu des tares, il y a eu des ratés. Et notre revue juridique et judiciaire, il a le mérite, justement, après 10 ans expérimental de ce droit, de pouvoir récupérer les ratés et de dire, par exemple, sur telle décision, parce que nous commentons certaines jurisprudences, telle jurisprudence n'a pas été bonne, parce qu'il y a eu tel raté, et d'attirer l'attention aussi bien aux juges qu'aux avocats que telle procédure, on n'aborde pas ça de telle manière. Et il y a aussi d'autres ratés dans le chef des huissiers de justice, surtout que eux, d'ailleurs, leur organe, leur mise en place n'est que récent. Et donc il y a même des saisies qui ont été pratiquées sur des ambassades, vous imaginez. Donc des huissiers de justice ont pratiqué des saisies sur des ambassades alors que ce sont des patrimoines insaisissables et qui bénéficient de l'immunité d'exécution. Et donc il y a tellement d'incidences qui pouvaient avoir des incidences diplomatiques. Et donc dans cet tâtonnement de pratique, il était important à un moment de pouvoir s'asseoir et de critiquer positivement dans le sens de pouvoir faire avancer notre droit. Et la revue juridique et judiciaire de la société civile d'Avocat MAC a le mérite de palper cette réalité, de prendre les jurisprudences, certaines pratiques de saisie et d'aborder cela en tant que praticien à la lumière de toutes les expériences que nous avons eues. Et parce qu'il a fallu que nous puissions nous auto-former d'abord en autodidacte, mais également souscrire à d'autres formations pour se mettre à jour. Parce que le droit OHADA nous a donné 9 actes uniformes et ils sont abondants et ils sont techniques. Et donc nous n'avons pas la prétention en 10 ans de l'avoir tous assimilés. Mais le mérite qui est dans cet ouvrage ou dans cette revue, c'est de les aborder et d'être objectif et de parler de cela et de critiquer certaines saisies sur des comptes règlements, certaines procédures sur la manière de se faire attribuer un bien qui a été donné en hypothèque. Nous parlons de toutes ces questions, nous parlons même du bénéfice des incidences juridiques et judiciaires de l'immatriculation comme on connaît aujourd'hui. En RDC, il y a un guichet unique qui facilite l'immatriculation de commerçants, personnes morales et personnes physiques, et même de sociétés d'État transformées en sociétés commerciales. Alors nous parlons de tous ces mérites-là, quels sont les apports, quels sont les soubassements légaux, et donc le praticien consommateur seront servis par ces 2 apparitions. Maître, vous avez parlé dans cette revue, fait allusion au droit OHADA. 10 ans après, jour pour jour, je m'interroge quand même, puisque vous avez parlé de ça, vous avez reconnu de tâtonnement, vous avez évoqué ici aussi par rapport à la science qui n'est pas expliquée aux étudiants, hein, depuis l'université. Comment voyez-vous l'avenir de ce droit en République démocratique du Congo? Voilà, donc je tiens quand même à apporter cette précision, c'est que
Aujourd'hui, la plupart des universités du Congo, notamment l'UNIKIN, se sont efforcées d'adapter, de mettre à jour le droit de bien par rapport ou le droit de sûreté par rapport aux inputs, aux ajouts du droit OHADA. Mais nous, de cette époque, avant l'adhésion, donc tous ceux qui ont obtenu les licences avant 2012 et même jusqu'à 2014, il n'y avait pas de programme universitaire dirigé dans le cadre de renforcement des capacités de futurs juristes, de futurs avocats et magistrats. Et donc c'est pour eux que nous avons pensé aussi de leur donner la possibilité de palper leur réalité afin de s'améliorer et de s'auto-former en renforcement des capacités. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui le droit au OHADA, en toute modestie, il n'est pas encore connu du grand public. Il n'est pas connu du grand public. Pour la bonne raison, c'est que déjà, le Congo n'est pas seulement la ville de Kinshasa. Le Congo n'est pas seulement la ville de Kinshasa. Et la commission en charge de cette promotion du droit au OHADA n'a pas reçu tous les moyens nécessaires pour en assurer la divulgation. Donc, c'est-à-dire la divulgation dans les universités, dans le corps de magistrats, dans le corps des avocats. Il n'y a pas eu ce travail. Il n'y a pas eu ce travail de formation continue. Et il n'y a même pas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a même pas la mise en disposition de toutes les revues jurisprudentielles de la CCJA. Les quelques efforts que nous faisons, c'est soit en ligne, soit quand nous allons couvrir les instances à la CCJA en Abidjan pour s'acheter les répertoires de jurisprudence. Il n'y a même pas de représentation de revues de jurisprudence ici. Et donc on peine à palper déjà à la source les éléments qui peuvent améliorer le travail au sein du corps ou de l'appareil judiciaire. Et donc dans ces conditions, comme vous pouvez le voir, les tâtonnements sera la règle. Les tâtonnements sera la règle et l'appéprisme sera aussi l'invité d'honneur parce qu'on n'a pas toujours le soubassement. C'est pourquoi, au lieu de tendre, nous nous sommes dit, il faut mettre déjà à disposition des praticiens, usagers, consommateurs congolais, une revue à portée de main. Et pour cela, nous sommes disponibles de le servir. Ils sont disponibles devant les tribunaux de commerce de Kinshasa, Matete et Gombe. Ils sont disponibles devant nos barreaux respectifs de Kinshasa, Matete, Kinshasa, Gombe. Et ils sont disponibles dans notre cabinet et toute personne qui peut nous contacter peut le recevoir. Maître, revue juridique et judiciaire, vous êtes le rédacteur en chef de cette revue. Quelle était la contribution des autres membres de votre cabinet? Voilà, nous avons des éminents collaborateurs et parmi le cadre de professeurs d'université. Et donc nous travaillons en synergie. Leur contribution, moi je suis le visionnaire, mais leur contribution c'était déjà de pouvoir aligner les thématiques. Et donc aligner les thématiques et de regarder surtout le besoin du moment. Parce que nous sommes à la première revue et trimestriellement nous allons commencer à mettre à la disposition du public de revues juridiques et judiciaires sur toutes les questions qui touchent aux banques, qui touchent à la procédure judiciaire, qui touchent aux saisies attributions, qui touchent même à la question du patrimoine culturel congolais, qui touchent également aux assurances, à la télécommunication et très bientôt d'ailleurs, nous allons parler du RAM dans les questions qui seront abordées lors de la prochaine revue, le fondement juridique ou non du RAM qui pose problème pour les consommateurs. Donc nous allons parler de ce droit de consommateur, des réglementations du prix. Nous aborderons toutes ces questions et donc c'est ça l'intérêt de cette institution naissante sur la revue juridique et judiciaire qui va aborder les questions d'actualité et en apporter les solutions juridiques et judiciaires. Et pour cette première édition, nous pouvons savoir quelles sont les thématiques abordées. Merci. Nous avons abordé au terme de l'analyse doctrinale, nous avons abordé sur l'étendue de la responsabilité de tiers saisie
le tiers saisi qui sont généralement les banques, par rapport aux saisies pratiquées sur un compte de règlement. Les comptes de règlement, ce sont des comptes de compensation qui servent justement à nous les utilisateurs de pouvoir accéder aux ATM. Tu peux être par exemple client sur EcoBank, mais tu peux aller vers la FBN Bank ou Equity, accéder à leur distributeur et retirer l'argent. Mais pourquoi vous attardez sur ce dossier particulièrement? Parce que ce n'est pas toute la population. Non, c'est dit que c'est une actualité parce qu'aujourd'hui, les huissiers de justice viennent saisir ce genre de compte. Et quand ils saisissent... C'est comme avec l'affaire Kinkemulumba. Voilà, et quand ils viennent saisir ces comptes-là, ça traîne un dysfonctionnement et on ne peut pas faire fonctionner. Il y a un problème de circulation de l'argent. C'est tellement crucial que si on ne comprend pas les enjeux, imaginez-vous quelqu'un qui est 100 millions, il saisit sur une banque, sur un compte de règlement, c'est-à-dire pendant ce temps-là, aucune banque ne va fonctionner. Et ça va faire l'arrêt de circulation d'argent. Et s'il y a arrêt de circulation d'argent, la suite c'est quoi? C'est la déchéance. C'est clair, la déchéance de l'institution financière. Personne ne va plus faire crédit aux banques et nous allons tous courir aller retirer notre argent. Et si nous retirons tous notre argent, qu'est-ce qu'on arrive? Fini l'économie nationale. Donc c'est une incidence terrible qui peut amener à la thésaurisation et laquelle thésaurisation peut amener à un frein à main au développement économique et social. Vous avez parlé, je ne sais pas si vous avez parlé de cela également, mais j'ai lu dans un de vos ouvrages, vous avez parlé de la saisie arrêt et saisie conservatoire. Ce sont de deux termes qui compliquent généralement les clients. Ils ne savent pas saisie arrêt, saisie conservatoire. Pouvez-vous nous expliquer ces deux expressions? Voilà, en adhérant à l'OHADA, il y a une disposition de l'acte uniforme qui dit que toutes les dispositions internes contraires à l'OHADA est nulle et non avenue. La saisie arrêt a été reprise comme notion, malheureusement, par la loi du 11 avril 2013. C'est cette loi en interne qui a repris la notion de saisie arrêt. Mais juridiquement, dans l'arsenal juridique, cette saisie n'existe plus. On parle plutôt de la saisie attribution qui ne concerne que les espèces d'argent. Donc la grande différence que les internautes ou nos téléspectateurs pourront retenir, c'est que la saisie attribution porte sur les sommes d'argent. On saisit les sommes d'argent. Et généralement, on saisit les sommes d'argent dans les banques. Généralement. On saisit dans les banques. Et cette saisie attribution concerne de bloquer, de mettre sous la main de la justice les sommes d'argent. Alors que la saisie conservatoire a une assiette beaucoup plus grande. On peut saisir, dans le cadre de la saisie conservatoire, on peut saisir aussi les créances, mais on peut aussi saisir les meubles, comme les chaises, les tables. On peut saisir également les engins. Dans la saisie conservatoire, on peut saisir bien de choses. Il a son assiette, le bien meuble. On peut aussi saisir certains droits. On saisit certains droits. Saisie des actions. On peut procéder à ce genre de saisie. Mais au niveau de l'assiette, c'est ça la première démarcation. Mais aussi dans la deuxième démarcation ou distinction, c'est au niveau des effets. Dans la saisie conservatoire, comme le mot le dit, on ne s'attribue pas le bien. On saisit d'abord en attendant d'obtenir un titre exécutoire, une décision de justice. Donc ce sont des mesures urgentes pour soustraire seulement le bien entre les mains de son débiteur qui peut le dilapider. Mais alors que dans la saisie attribution, préalablement, il faut déjà avoir une décision de justice ou tout autre titre exécutoire équivalent qu'on a défini à l'article 33 de l'AUV, l'acte uniforme portant procédure simplifiée de voie d'exécution. Donc voilà un peu en quelques mots qu'on peut expliquer sur l'assiette et sur les effets contraignants de ce dessaisie. On revient un tout petit peu sur la problématique de la note circulaire. On se demande quand même quel est le danger économique
et sociales de cette note circulaire de 2021? Merci de la question et de l'intérêt, parce que le fait que pendant près de 2 ans, on est allé vers des juges qui n'avaient pas de questions de spécialité. Ce sont des juges qui sont formés sur les branches de droit commun. Le droit civil, ils maîtrisent. Mais les questions spécifiques, ils n'en connaissaient pas. Le premier danger économique, c'est de voir qu'on ait rendu de mauvaises décisions par des juges qui ne sont pas experts. Parce qu'il est de principe général, la spécialité est gage, donc ça dit quand on va dans les spécialisations, est gage de sérénité. Pourquoi on crée des spécialisations? Pour avoir un gage d'expertise, pour avoir la bonne expertise. Même parmi les avocats, tous les avocats ne sont pas des avocats d'affaires. Il y a des avocats des régimes matrimoniaux, des avocats environnementaux. Les branches permettent l'expertise. Et donc, lorsqu'on a donné des matières économiques importantes, matières, par exemple, secteur économique, pétrolier, minier ou banquier, à un tribunal, par exemple, de paix, qui n'a pas l'habitude de rencontrer de tels problèmes. Donc, ce sont des trucs économiquement importants pour eux, mais c'est les exposer même au danger d'inexpertise. Donc, on a donné des compétences aux personnes qui n'avaient pas de main d'expertise et qui ont rendu trancher des décisions. Mais curieusement, en vous entendant parler, je me dis qu'il peut y avoir également dans les tricoms, hein, des juges qui ne disent pas réellement, concrètement également le droit. Parfait. Parfait. Je suis d'avis que même dans les spécialités, il n'y a pas non plus de garantie totale d'avoir une bonne décision. Parce que à part l'expertise, la gouvernance dans tous les domaines doit obéir à 2 choses. Le principe de l'expertise et de la moralité. Vous voyez, il faut avoir le 2. Pour avoir une bonne gouvernance, il faut avoir l'expertise et la moralité. Et donc, il est possible que des juges qui ont été formés dans des questions de droit des affaires, qui se retrouveraient dans les tribunaux de commerce, soient immoraux et rendent des décisions iniques. Et je suis tout à fait d'accord. Il y en a même quelques décisions dans ce sens. Mais l'avantage que le législateur congolais a prévu, c'est que ces personnes, puisqu'ils sont présumés être experts, ils seront sévèrement jugés en prise à partie. Vous voyez? Donc quand vous allez le prendre à partie devant la Cour de cassation en disant que ce monsieur est expert, lui, tout le monde peut se tromper, mais lui est expert. Et donc s'il a rendu une telle décision, c'est parce qu'il a été immoral. Et on parle du dol. Il a été corrompu, où il a exigé de l'argent pour rendre une pareille décision. Mais alors que le juge du tripé, même si vous l'attaquez en dol, en prise à partie, il va dire de bonne foi que moi je ne maîtrise pas. Je n'ai pas cette expertise. J'ai été piégé par le premier président de la Cour de cassation en m'attribuant une compétence où je n'ai pas été préalablement formé. Et donc lui, il aura une excuse de manque d'expertise. Et le danger économique, c'est que dire, vous voyez, le premier juge au bas de l'échelle, ce sont des juges de tripé. Mais vous le exposez aussi à des sommes importantes. Vous voyez, dans des secteurs comme minier, c'est des enjeux de 1 milliard. Pétrolier, vous voyez que ça peut le paniquer, ça. Les télécommunications, ce sont de gros enjeux. Les banques, ce sont des millions et des milliards. Quand il y a des enjeux. Et donc celui-là n'a pas non seulement l'expertise, mais il est débutant dans la profession, au bas de l'échelle. Donc l'expertise n'est pas présumée sur lui. Et donc là, ça expose aussi la gouvernance judiciaire. Et c'est ça le danger économique. On peut avoir encore d'autres procès. Vous voyez, après ce procès ici, avec la nouvelle note, ça va générer encore des sorties d'argent de fonds. Il y a beaucoup de choses économiquement qui vont déranger, parce que même ceux qui ont gagné sous l'égide de l'ancien droit se verront aujourd'hui renversés par la violation de la Constitution et qui est la loi fondamentale à travers cette circulaire. Cet ouvrage vient d'être publié 1 année exactement après la note circulaire rendue publique.
Je me demande si vous avez constaté qu'il y a amélioration. Oui, ou pas. Comme je dis, pour les actions a posteriori, on a commencé à diriger ces affaires devant les tribunaux de commerce. Diriger, oui. C'est autre chose, Oui. mais les conclusions, les résultats voulus, attendus, c'est autre. Non, le résultat attendu dans cette circulaire, c'est qu'au départ, on avait vidé le tribunal de commerce, qui est une juridiction spécialisée, qui ne traite que des questions de commerçants, personnes physiques et personnes morales. On l'a créé seulement comme le tribunal pour enfants. On crée des tribunaux pour enfants, on dit bon, cette juridiction ne traitera pas autre chose que la question de l'enfant. Et préalablement, ces magistrats sont soumis à des formations pour bien traiter la question de l'enfant. On a aussi des juridictions spécialisées militaires qui ne traitent que les questions spécialisées de militaires. Nous avons aussi des juridictions spécialisées en matière du travail. Eux ne traitent pas d'autre chose. On n'encombre pas les magistrats de tous les droits, les branches. On leur dit, vous n'allez résoudre que la question du droit du travail et prévoyance sociale. Et donc ça veut dire qu'en limitant le champ d'intervention de ce juge, l'objectif poursuivi par les législateurs, c'est avoir des décisions de qualité par des mains d'experts. Parce qu'eux, ils n'abordent pas toute autre question, il ne reste que de questions focus qui concernent leur matière. Alors, la première circulaire venait vider les tribunaux de commerce de leurs compétences et il avait partagé ses compétences entre deux tribunaux. Le tribunal de paix pour les saisies conservatoires et les autres actions d'exécution forcée, les saisies attributions et autres aux tribunaux de grande instance. En rendant cette circulaire, ces deux compétences malencontreusement en violation de la Constitution qui ont été dirigées vers ces tribunaux incompétents est revenu à la juridiction spécialisée. Le but est atteint et aujourd'hui toutes les actions sont déférées devant ces tribunaux. Maintenant, deuxième volet, les actes conséquences de 2 ans n'ont pas été attaqués. Et nous avons pris du temps pour réfléchir, pour consulter et pour comprendre. C'est pourquoi je dis qu'on a pris du temps dans la recherche comme dans un laboratoire. Aujourd'hui, on est attaqué par la Covid, mais on a pris du temps aussi pour comment réagir par rapport à la Covid en prenant des vaccins. Et ça, c'est un vaccin. Maintenant, comment attaquer les actes conséquences? Nous donnons 15 problématiques, 15 problèmes, questions de droit et nous donnons les voies et moyens de les attaquer. Maintenant, je sais que votre préoccupation demeure. Est-ce que la qualité de la justice est au rendez-vous? Alors là, je peux vous garantir, ce n'est pas moi, c'est déjà à l'époque le ministre Alexis Thambwe Mwamba, lors des États généraux, a dit que la justice se porte mal. Et ce n'est pas en peu de temps qu'on peut changer. Mais il peut y avoir quand même diagnostics. des signes. Le diagnostic de la justice va mal. Et si vous voulez avoir les thermomètres de la justice, c'est de voir la condition de nos populations. Et la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. Et donc si on a une justice forte, une justice qui rend en diligence ses décisions, une justice impartiale à tous les niveaux et qui traite chacun dans l'égalité de la loi, alors je puis vous garantir que le Congo va se développer. Et là, c'est un autre débat. Et je crois qu'aussi, avec votre concours, nous viendrons en parler sur un autre plateau ou sur celui-ci, mais avec une thématique sur la justice, levier du développement. Est-ce qu'une réalité ou un mythe pour le Congolais? Alors là, nous pouvons venir et en parler en long et en large. Mais pour ce qui concerne cette émission, notre tâche était de présenter nos 2 recherches scientifiques. Et je crois qu'en toute modestie, nos téléspectateurs, nos internautes et tous ceux qui nous suivent de partout, au fin fond du village, parce que la RTNC a l'avantage d'être nationale. Et donc, ils auront quand même compris qu'est-ce qui s'est passé à Kinshasa en l'entretemps et qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir devant leurs ressorts respectifs. Voilà, je crois que c'est en ces quelques mots, que nous allons nous séparer avec Maître Abed Kayembe Ngoy, qui, je rappelle, est auteur de plusieurs ouvrages, dont 2 publiés tout récemment, Revue juridique
et judiciaire, et en même temps la problématique de la note circulaire numéro 001 du 4 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation de la République démocratique du Congo sous l'ère du droit au Hada. Si vous avez des suggestions à soumettre ou de questions à nous poser ou à poser à l'invité, en tout cas, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Notre numéro de téléphone reste affiché au bas de votre petit écran. Nous ne pouvons que lire et lire pour justement élever le débat et développer ainsi notre pays. Mesdames, Messieurs, les ouvrages sont là. C'est à vous de les consommer. Merci et à très bientôt. Merci.